Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour faire la présentation d'une nouvelle équipe. Et aujourd'hui, c'est une équipe qui a même changé de nom. Et oui, fini la DSM. Bonjour la team Picnic post-NL. On va revenir un petit peu sur la saison de cette formation. On parlera des coureurs à suivre, on gardera les résultats, les victoires de l'an dernier et puis le maillot qui a légèrement changé, mais on garde quand même une base assez importante de orange comme l'an passé. Allez, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux, notamment auprès de vos proches, si vous pensez que ça peut les intéresser. Dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire qui vous a plu, qui vous a déçu. Quand vous vous abonnez à la chaîne, vous pouvez rajouter la petite cloche, comme ça vous êtes au courant des dernières vidéos qui sortent. Plus vous cliquez rapidement sur notification, sur une miniature, plus la vidéo est mise en avant par YouTube. Donc je remercie les gens qui font cet effort. Et puis deuxième moyen de me soutenir, ça c'est seulement si vous avez les moyens, vous pouvez faire un super thanks. Je remercie les gens également qui font cet effort-là. On commence tout de suite avec cette équipe Picnic, DSM, qui a changé de nom. Alors, l'année dernière, c'était une équipe qui, en termes de budget, n'était pas le plus gros budget du World Tour. Hein, très clairement, la DSM, c'était 25 millions d'euros, donc plutôt dans la moyenne. C'est vrai que l'arrivée de Post-NL avait fait du bien. On verra si c'est le cas avec Picnic, parce que ça, ce sont des chiffres de l'an dernier. Je rappelle des chiffres de Ladbrokes, un site belge, donc qui donnait voilà, ces informations-là. Donc peut-être que l'arrivée de Picnic va permettre de faire gonfler le budget un petit peu, mais on n'est pas encore sur du 45 millions d'euros, hein, donc on passera peut-être de 25 à 30 millions, mais on ne sera pas plus important que ça en termes de budget du côté de cette formation. C'est une formation qui mise toujours sur les jeunes, et ça depuis de nombreuses années. C'est vrai que c'est... Bon, en fait, même, j'ai envie de dire, de tout temps, du côté de cette équipe, elle a toujours misé sur les jeunes, elle a toujours essayé de repérer des talents. Parce que même quand elle s'appelait Skill Shimano, cette formation, même quand elle s'appelait Argos Shimano, elle a toujours essayé de repérer des jeunes coureurs. Notamment c'est eux qui avaient pris Warren Barguil au tout début, Kittel de Genkolb aussi, et si on regarde avant, c'est eux qui ont eu peut-être la mauvaise idée, voilà, on va pas se mentir, de trouver Stefan Schumacher en 2005, et puis Clément L'Hôtellerie aussi en passant, mais voilà, c'est une équipe qui a toujours essayé de miser sur les jeunes coureurs, et encore aujourd'hui, Oscar Hanley, Max Poole, Vermarke, Van Den Broek, Andresen, tous ces coureurs-là talentueux, mais qui sont en fait des très jeunes coureurs, grâce notamment à la formation, parce que c'est vrai que la réserve de la DSM, désormais donc de la Picnic, a toujours été très talentueuse dans ce domaine-là. Et ça s'est vu en 2024 du côté des résultats de cette formation. Si on revient sur 2024, eh bien, je trouve que la DSM en fait a progressé grâce à ces jeunes coureurs. Fondamentalement, on avait recruté à la fois Warren Barguil, à la fois Jakobsen pour tenter d'apporter des résultats à cette formation parce que on ne savait pas si les jeunes allaient performer tout de suite et on se disait bon bah faut quand même assurer un petit peu le coup avec les points UCI et on peut pas se contenter que de Romain Bardet. C'était un peu l'idée. Mais déjà dans un premier temps, Romain Bardet a fait une grande saison, notamment sur le Tour de France, et aussi il fait quand même top 10 sur le Tour d'Italie. Et puis derrière, bah, vous avez Max Poole, Oscar Hanley, malgré leur chute, qui quand ils sont présents ont eu des résultats, et puis le petit Andresen, le petit Danois, qui lui aussi a performé. Donc au final, à la fois Warren Barguil et à la fois Jakobsen n'ont pas fait une grande saison. On va pas se mentir, Jakobsen était plus souvent à terre aussi qu'autre chose, mais malgré ces têtes d'affiche qu'on a recrutées et qui n'ont pas performé, eh bien, ça n'a pas mis l'équipe en difficulté, encore avec le résultat de certaines de ces stars
en devenir. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, quand on regarde cette équipe, on se dit qu'en 2025, elle est capable de faire des grands résultats, vu qu'en 2024, on a déjà vu des progrès du côté de cette formation. Il ne faudrait pas oublier également Casper Van Duden aussi. Mais au final, Jacobsen, Warren Barguil, on aurait presque pu s'en passer quand tu regardes. Donc on verra en 2025 ce que feront les deux. Je suis peut-être plus confiant encore sur Warren Barguil que sur Jacobsen. Mais c'est vrai que c'est marrant de voir comment cette équipe réussit à performer grâce aux petits jeunes. C'est vrai qu'il ne faut pas oublier non plus Pavel Bittner. C'est vrai que c'est une équipe qui a quand même une particularité, c'est d'avoir été remarqué sur les 3 grands tours. Là aussi, victoire sur le Tour d'Espagne avec Bittner, victoire également du côté de Romain Bardet sur le Tour de France, et puis un Giro où Romain Bardet fait dans le top 10. C'est vrai que le vrai problème maintenant de cette formation, ça va être de réussir à garder ces jeunes talents. Ça va être le vrai objectif maintenant. Et puis c'est presque d'en avoir trop. Quand on regarde du côté des sprints, ils ont Andresen, Bittner et à la fois Casper Van Duden qui sont tous en dessous de 25 ans. Donc il y a peut-être un qui va partir et qui va être obligé de partir de toute manière. Max Poole, Oscar Handy, là aussi on se dit, est-ce qu'on sera en capacité de garder les deux? Frank Vandenbroek et Kevin Vermarke, est-ce qu'on sera aussi en capacité de conserver les deux? Donc ça va plus être ça, le problème de cette formation. Moi j'ai envie de dire, c'est un problème assez récurrent. C'est vrai que c'est une équipe qui, depuis la fin de la Sunweb, on va pas se mentir, et même les dernières années de la Sunweb, a toujours eu du mal à conserver ses jeunes talents. Je pense Mark Hirschi par exemple. Bon voilà, il s'était fait piquer par UAE, ça a toujours été leur souci. Ils sont maintenant dans ce truc-là, mais c'est vrai que c'est rare quand même d'avoir autant de jeunes talents et on sait que tout cela vont percer. Ce qui fait que autant la DSM ces derniers temps était plutôt une équipe d'arrière peloton, je dirais, qui se bat pour qui est entre 14 et 18 au niveau du classement UCI. Autant dans les années à venir, s'ils arrivent à conserver ces talents et que ces talents performent, c'est peut-être une équipe qui est capable de remonter un petit peu dans la hiérarchie mondiale. Et ça va être intéressant à suivre dans le futur, parce que c'est vrai que là, il y a des coureurs dont on ne va pas parler aujourd'hui. Je peux vous le dire, Van Duden et Pavel Bittner, mais qui sont aussi des coureurs talentueux. C'est juste qu'au bout d'un moment, il manquait de place. Vous savez que je me limite à 6 coureurs à suivre. Et voilà, des fois c'est frustrant dans certaines équipes parce que oui, les deux sont aussi des coureurs talentueux. Et c'est vrai que l'effectif est assez pléthorique malgré tout de jeunes talents. Et puis il y en a des nouveaux qui arrivent, donc ils arrivent toujours à recruter des jeunes coureurs. Ils arrivent toujours à former beaucoup de jeunes coureurs. Et puis surtout, ils ont une réserve. La réserve par rapport à l'équipe 1, ça marche très bien. C'est-à-dire que souvent, ils ne perdent pas les coureurs qu'ils ont dans leur réserve. Ils sont suffisamment intelligents pour que les coureurs de la réserve passent dans l'équipe 1. Or, on voit que dans d'autres formations, je pense Astana tout bonnement, ou même la Visma, ou même de temps en temps désormais la Decathlon et la Groupama, on se fait piquer ces talents-là avant qu'ils arrivent dans l'équipe élite. Eux, ils ont toujours réussi à conserver tous leurs talents. Donc ça, c'est fort également du côté de cette formation. Eh bien, on regarde tout de suite les victoires en 2024. Eh bien, elles sont quand même au nombre de 22 du côté de cette formation. Et ça a commencé avec le Tour de Lander, la 5e étape pour Oscar Handy. C'était l'étape qui est arrivée à Willunga Hill. L'étape 1 du Alula Tour pour Casper Van Duden. Le problème, c'est qu'ensuite, il a fallu attendre quasiment 3 mois pour avoir une nouvelle 3e victoire. C'était sur la première étape du Tour de Turquie avec Fabio Jacobsen. Andresen qui remportait à la fois l'étape 4, 5 et 7 de cette course. Et l'étape 6 était remportée par Frank Vandenbroek qui a remporté le général. On arrivait ensuite à Rottunköln avec Casper Van Duden qui s'imposait, comme sur l'étape 2 et 4 du ZLM Tour. Emil Lipins qui a remporté les championnats de Lettonie sur route. Romain Bardet qui a remporté cette fameuse première étape du Tour de France, encore un moment marquant. Étape 1 et étape 5 du Tour de Burgos pour Pavel Bittner. Le contre-la-montre par équipe du Tour de Danemark était remporté par cette formation qui a souvent
souvent eu la réussite ces derniers temps sur les contre-la-montre par équipe. On se souvient notamment de la Vuelta en 2023. Et puis Tobias Luz Andresen qui a remporté l'étape 3 et l'étape 5 du Tour de Danemark. La 5e étape de la Vuelta a été remportée par Pavel Bittner. Max Poole a remporté la 3e étape du Langkawi et le classement général de cette course. Et la Croix Race, l'étape 4 pour Tobias Lund Andresen. 22 victoires. Eh bien, c'est largement mieux que sur les dernières saisons. Et là, encore une fois, on voit que les jeunes pousses ont vraiment porté cette équipe et qu'on a une vraie progression dans les résultats de cette équipe par rapport aux jeunes pousses. C'est vrai qu'il faut remonter à 2014, mais à l'époque on avait Kittel de Ken Kolb dans cette formation pour avoir plus de victoires, c'était 41. Et si on regarde les dernières saisons, eh bien en 2023 c'était 11 victoires, 2022 10 victoires, 2021 8 victoires, en 2020 il y en a eu 16 qui avait été une très très grande année, mais à l'époque il y avait encore Krag Andersen, il y avait Mark Hirschi notamment dans cet effectif, des coureurs qui ne sont plus là. Donc là c'est vraiment la nouvelle pousse qui a permis à cette équipe d'avoir tous ces résultats, et on voit une véritable progression dans les résultats. Si on prend le cycle des 3 dernières années avec l'arrivée des Only Max Poole, on voit une vraie progression en termes des résultats du côté de cette jeune génération. Il avait fallu seulement 19 jours à cette équipe l'an dernier, en 2024, pour s'imposer. C'était plutôt dans la moyenne basse de cette équipe, qui était plutôt habituée à mettre un peu plus de temps, voire parfois beaucoup de temps, notamment en 2016, où il avait fallu attendre le 126e jour de course et la première étape du Tour d'Italie pour Tom Dumoulin. Et oui, même pendant de nombreuses années, c'était une équipe qui avait du mal à remporter sa première course et ses premières courses dans la saison, malgré notamment Kenny Van Hummel également, qui était dans cet effectif. Avec autant de victoires, est-ce que cette équipe est bien positionnée du côté de 22 victoires eh bien 22 victoires en 2024, ça vous met au niveau de la EF ou au niveau de la Red Bull, qui est un petit peu mieux à 24 victoires, mais ça vous met mieux que la Groupama, mieux que la Ineos par exemple, ou encore mieux qu'Intermarché Vanti. Plutôt des résultats intéressants pour cette équipe. Si on regarde attentivement au niveau du World Tour, eh bien c'est une équipe qui a quand même ce petit défaut-là de ne pas avoir beaucoup gagné en World Tour, malgré 22 victoires, seulement 3 victoires en World Tour, eh bien elle est seulement 14e dans ce classement, derrière la Groupama, égalité avec la Groupama, mais derrière la EF, derrière Ineos, qui malgré un nombre de victoires moins important, a plus gagné en World Tour, et c'est une équipe qui a eu 9 vainqueurs différents, ce qui la place 11e du côté des équipes dans ce classement-là, à égalité avec la Bahreïn, mais mieux que la Soudal Quick-Step, mieux qu'Ineos, donc moins de dépendance à un coureur, c'est ça que ça veut dire. Et puis du côté des points, Pro Cycling Stat, du côté de cette formation, eh bien on a fait 4704 points, c'est-à-dire 200 points de mieux qu'en 2023, et en 2023 ils avaient fait 500 points de mieux qu'en 2022. Donc on voit encore une fois la belle évolution dans les résultats de cette formation depuis les 3 dernières années. Voilà, le dernier cycle est très intéressant, et ça pourrait se finir avec une année 2025 en fanfare du côté de ce collectif, surtout qu'au niveau transfert, eh bien, peu d'évolution. On a peu perdu de coureurs, et on en a peu gagné aussi, mais on a gardé toutes les stars. Parmi les départs, on a Patrick Bevin qui a décidé de prendre sa retraite, Emil Lippins qui a rejoint la Q36.5, et puis Martin Tusveld qui ne sait pas encore où il va aller. Du côté des recrues, eh bien, on a pris des très jeunes coureurs. Guillermo Juan Martinez qui a été dans la Conti Q36.5, donc la réserve. Robbie Dant qui était dans l'équipe de développement de cette DSM, et puis Björn Quert, je ne sais pas comment on doit le dire, britannique, qui était lui dans le CC Etup, ce qui fait que l'effectif 2025 de cette équipe est toujours le plus jeune du World Tour, à égalité avec la Bahrain Victorious, avec 25 ans,8. C'est une tradition du côté de la DSM d'avoir plutôt des effectifs très jeunes, et encore l'âge a légèrement remonté parce qu'il y a une année où on était aux alentours de 24 ans seulement, donc c'est vrai que ça a toujours été l'une des équipes les plus jeunes du World Tour.
Alors, parmi les coureurs dans cette formation, ils sont au nombre de 28. Vous avez 6 coureurs qui ont 30 ans ou plus, dont un qui a 35 ans ou plus, qui est John Degenkolb. Et dans l'autre sens, la moitié de l'effectif a moins de 25 ans et un tiers, je dirais, à moins de... Allez, un quart à moins de 23 ans, avec Tobias Lund Andresen, Oscar Handley, Patrick Eddy, Pavel Bittner, Max Poole, Robbie Dont, Björn Kort, ou encore Guillermo Juan Martinez qui a seulement 20 ans et 61 jours. Donc encore une fois, on a réussi du côté de cet effectif 2025 à garder ces jeunes pépites. Ça ne m'étonnerait pas aussi qu'on ait des stagiaires en août et qu'on ait peut-être une grosse recrue l'an prochain avec le départ de Romain Bardet. C'est vrai qu'on va peut-être commencer à envisager ça, ou on essayera de garder les Max Poole et Oscar Handley en renouvelant leur contrat avec des sommes plus importantes. Mais c'est vrai que quand on regarde cette équipe, on se dit il y a quand même beaucoup de jeunes talents. C'est vrai que encore une fois, c'est un effectif qui est très important de ce côté-là. Le problème, c'est peut-être un petit manque d'expérience dans cet effectif, dans ce collectif. Mais voilà, c'est le seul défaut qu'on pourrait donner à ce collectif, et une expérience qui est quand même plus importante qu'il y a 3 ans là aussi. Donc quand il y a eu ce grand renouvellement d'effectifs, donc c'est quand même une équipe qui progresse dans ce domaine-là. Et puis la force, c'est d'avoir eu assez peu de turnover. Donc c'est vrai que les coureurs vont se connaître tout de suite bien. Donc ça, c'est un réel avantage du côté de la pique-nique post-Enel. On va arriver avec le nom de cette formation. On commence tout de suite avec les coureurs à suivre, avec bien entendu Romain Bardet. Pourquoi on va suivre Romain Bardet? Parce que on va essayer de profiter de Romain Bardet sur ces derniers mois de compétition, avec un dernier Tour d'Italie, un dernier Liège-Bastogne-Liège, et puis la fin on ne sait pas si ça sera en fanfare, parce que ça sera après un Tour d'Italie, mais cette fin sur le Dauphiné, mais je pense qu'il sera très motivé. Ouais, c'est un coureur qui a marqué de son empreinte le monde du cyclisme français. Et puis je pense que c'est un coureur, voilà, encore une fois très attachant, Romain Bardet, et un coureur qui va manquer, je pense, au cyclisme français, et peut-être même au cyclisme international. Mais voilà, un coureur qui est dans sa dernière année de contrat, qui va vouloir, je pense, bien finir. Alors c'est pas toujours facile, parce que lui, il a acté la date de sa retraite, donc il sait où il va maintenant. Et donc sur toutes les courses auxquelles il va participer, il sait que c'est la dernière fois qu'il y va. Alors ça a été déjà le cas en fin de saison, parce qu'il l'a annoncé sur le Tour de France. Et puis la date, elle va se rapprocher quand même très vite. C'est-à-dire que c'est pas une retraite en fin d'année, c'est-à-dire qu'à partir du mois à partir de début avril, il saura qu'il lui reste 2 mois de saison, 2 mois de carrière. Donc c'est vrai qu'il faudra voir comment il arrive à gérer ça mentalement, notamment sur le Tour d'Italie, qui sera en fait son avant-dernière course en carrière. C'est vrai que c'est assez rare aussi de finir comme ça sur des grands tours, c'est pas quelque chose d'anodin. Alors l'avantage, c'est qu'il finit par en France, donc c'est vrai qu'il y aura peut-être moins de pression sur les épaules, mais forcément il y aura des regards autour de Romain Bardet. Et puis je pense que la dernière étape du Giro, il y aura peut-être une célébration autour de Romain Bardet. On n'attendra peut-être pas la dernière étape du Dauphiné pour célébrer Romain Bardet. Mais pour ça, il faudra aller à la fin de ce Tour d'Italie. Mais forcément, on aura un œil sur Romain, en espérant qu'il finisse bien. Voilà, ça sera son objectif. Et puis, pourquoi pas augmenter son nombre de victoires en carrière, hein. Il est à 11 aujourd'hui, Romain Bardet. Eh bien, pourquoi pas aller à 12 ou à 13. Mais voilà, on sait qu'on va le voir peut-être sur 5-6 courses, peut-être 7 courses au mieux. Donc c'est vraiment voilà, on est sur la fin, on est dans le money time de la carrière de Romain Bardet. Donc oui, on regardera ça, enfin je regarderai ça attentivement, et ouais, j'espère que ça se finira bien, parce que ça serait con que ça se finisse sur une chute par exemple, ou sur une clavicule, c'est toujours dommageable. Et puis en plus, je vais le suivre parce qu'il a encore montré des bonnes choses l'an dernier. Quand vous regardez ce qu'il fait à Montréal, ce qu'il fait sur le Tour de France, ce qu'il fait à Liège également, même si ça n'a pas été parfait, c'est encore un mec qui marque quasiment 2000 points sur l'année, donc au niveau UCI. Donc c'est peut-être pas sa meilleure
saison, et encore quand on regarde sur ses saisons chez DSM, elle est dans la moyenne de ce qu'il a fait chez DSM. De toute manière, il y a rarement eu des gros ratés dans la carrière de Romain Bardet, à part 2020. Qui est un gros raté, mais c'était sa dernière année chez AG2R. Il a dû faire le Tour de France alors qu'il était quand même plutôt partant pour faire le Tour d'Italie de base, sauf qu'avec les changements de calendrier, il avait dû faire le Tour de France et ça avait complètement chamboulé sa préparation, donc ça avait été une année compliquée, 2020, où voilà, il y avait eu très peu de résultats, il avait très peu couru même. On l'avait presque, le moment où on l'avait le plus vu, c'était sur les classiques flandriennes presque, Romain Bardet. Donc là, c'est sûr qu'on suivra ça attentivement du côté de Romain pour cette dernière saison en carrière. Oscar Onley. Pourquoi je vais suivre Oscar Onley? Parce que on est sur un coureur hyper talentueux, ça on le sait. Alors même si je l'ai pas remis parmi mes favoris sur le Down Under, parce que je me dis que autant les années précédentes, il voulait vraiment se montrer sur toutes les courses du calendrier, autant cette année, il a peut-être programmé sa saison différemment, et notamment pour le Tour de France. Et je pense qu'il aura vraiment envie aussi de se montrer peut-être sur les Ardennaises. On sait qu'il a les qualités pour sur les Ardennaises. Oscar Onley, parce qu'il a le punch. C'est un coureur qui a vraiment un gros punch, mais je pense qu'il a envie de se montrer sur d'autres courses. Il sait maintenant qu'il est capable de rivaliser avec les bons coureurs du peloton. Maintenant, l'objectif pour lui, c'est d'être plus constant sur une saison. Et donc, je suis pas sûr qu'il arrive avec le même état de forme qu'il pouvait avoir sur le Tour de Under l'an dernier. C'est pour ça que je l'ai pas mis parmi mes favoris, mais après, c'est un super coureur, hein, Oscar Onley. Et puis là, je pense qu'il commence vraiment à avoir une petite expérience désormais, Oscar Onley, parce que c'est vrai que c'était un coureur qui est arrivé très jeune. C'est vrai qu'il il est arrivé grâce à une énorme Crow Race, hein, il faut le rappeler, où il avait été ultra performant sur cette course-là, parce qu'au départ, il devait faire encore une année de plus avec l'équipe de développement, et puis s'est été retrouvé dans l'équipe 1. J'irai pas par hasard, mais pas loin. Mais c'était pas forcément programmé qu'il arrive en 2023 dans l'équipe 1. Et en 2024, tu sens que là, il était plus à maturité. Malgré tout, du côté d'Oscar Onley, on espère aussi beaucoup moins de clavicules, parce que c'est son vrai problème. Aujourd'hui, ce sont les chutes. Donc c'est là-dessus aussi où il doit travailler, Oscar Onley. J'espère qu'il a réussi à travailler pendant l'hiver, à mieux gérer son vélo, et puis surtout à moins se faire avoir dans les chutes. Parce que malgré autant de chutes l'an dernier, il arrive quand même à amasser 1400 points UCI. Donc on sait qu'avec une saison complète, lui, ça peut être vraiment quelqu'un de dangereux pour l'an prochain. Donc forcément, on va le suivre, Oscar Onley. Max Poole, je vais le suivre aussi. Parce que Max Poole peut être meilleur sur les grands tours qu'un Oscar Onley, même s'il ne l'a pas forcément encore montré. Même s'il avait fait une belle Vuelta cette année et qu'il a été présent sur l'UAE Tour notamment, où il a été très intéressant. Lui aussi, il a assez peu couru à cause des blessures, donc ça c'est sûr qu'on espère qu'il sera plus présent pendant toute la saison. Il doit faire le Giro à la fois la Vuelta, Oscar Onley, donc c'est un gros programme, surtout pour un coureur qui n'a que 21 ans, donc on va voir ce que ça va donner. C'est une année importante quand même pour Oscar Onley. Déjà, vous allez me dire, à seulement 21 ans, oui, mais parce qu'il y a forcément le regard avec Oscar Onley. Aujourd'hui, Oscar Onley a réussi à un peu plus se montrer auprès des observateurs que Max Poole. Donc c'est vrai que Max Poole, il doit se montrer aussi, parce que sinon, dans la hiérarchie de l'équipe, Oscar Onley, ça sera 1, Max Poole, ça sera 2. Donc s'il veut pas que ça soit ça, surtout qu'il a quand même un contrat comme Oscar Onley, les deux ont un contrat jusqu'en 2027. Je pensais pas qu'ils avaient un contrat aussi long. Et ça peut être un vrai problème. Donc là, il faut vraiment qu'il se montre encore plus, qu'il montre qu'il a du talent, qu'il a des qualités aussi. Moi, je pense que c'est un coureur qui peut tenir sur 3 semaines, peut-être qu'on a un peu plus de certitude avec Max Poole sur 3 semaines que sur Oscar Onley. Mais il faut le démontrer maintenant. C'est bien d'être un espoir. Maintenant, il faut qu'il y ait les résultats. Et c'est là où Oscar Onley a déjà eu des résultats et où Max Poole n'a pas encore eu ces résultats-là. Donc c'est là où ça va être le gros travail du côté de Max Poole sur cette année 2025. C'est d'avoir des résultats sur des belles courses du calendrier pour concurrencer aussi Oscar Onley pour moi en interne. On poursuit avec Tobias Lund Andresen.
Bah lui, Tobias Lund Andresen, l'an dernier, ça a été la révélation pour moi. Parce que c'est vrai que je dirais qu'il venait presque de nulle part. En 2023, bon, il avait pas eu de résultats, il était arrivé très jeune et il n'avait pas eu forcément des gros résultats, mais il était placé quand même sur les sprints, mais pas forcément sur les grosses courses, et puis il avait assez peu couru. Enfin, il avait une saison un petit peu hachée. Quand on regarde en 2024, bah là il a été très bon, et surtout il était tu t'aperçois quand même qu'il était en concurrence avec Jakobsen. Il a complètement éteint Jakobsen sur le Tour de Turquie. Derrière, Tour du Danemark, impressionnant aussi. Alors, le Tour d'Italie, ça n'a pas été ça pour Andresen. Mais le Tour d'Italie de base, il devait être poisson pilote de Jakobsen. Et il s'est retrouvé quand même très souvent à faire poisson pilote de Jakobsen. Ce qui pour moi a été l'erreur de la part de cette équipe, de ne pas suffisamment croire en lui, parce que pour moi Jakobsen, bon, en ce moment il est un peu perdu, et pour moi j'aurais plutôt misé sur lui, vu surtout ce qu'il avait fait sur le Tour de Turquie, où il avait été vraiment impressionnant. Alors on va me dire, oui, le Tour de Turquie avait moins de densité, oui, mais je pense que tu aurais eu des meilleurs résultats avec Andresen, tu aurais eu plus de top 10 avec Andresen qu'avec Jakobsen. Et puis derrière, très bon Tour du Danemark aussi. Tour du Danemark où il y a toujours une grosse opposition, où vous avez pas mal de bons sprinteurs qui viennent au Danemark, où c'est pas facile aussi au niveau des états de forme, surtout pour un coureur qui est jeune, il a été très bon. Et il a été bon également sur la Croix Race, 3, 1 et 4 en termes de résultats sur la Croix Race, deuxième du général. Et sur le Tour du Danemark, il a fait 2 victoires, et il finit meilleur du classement des sprints, alors qu'il y avait quand même du beau monde. À 22 ans, il a quand même déjà 6 victoires chez les professionnels. Alors là, l'objectif cette année, c'est de confirmer. Et puis, c'est d'aller sur des courses, c'est d'avoir des résultats sur des courses un peu plus importantes, sur les courses du World Tour. Là, ça va être l'objectif de Tobias Lund Andresen, c'est d'être performant, efficace sur ces courses-là. C'est ce qu'on va suivre du côté du coureur danois. Et j'espère qu'on aura des bons résultats de ce côté-là. Mais ça sera voilà, le réel objectif de Tobias Lund Andresen pour l'an prochain, c'est d'avoir des résultats sur les grandes courses du calendrier, et notamment les gros sprints. Pas encore de tentative pour le moment sur les classiques flandriennes, parce que quand tu arrives à être performant sur le Tour du Danemark, ça peut être aussi un objectif. Et puis lui, il est dans sa dernière année de contrat, Andresen. Donc c'est vrai que des équipes peuvent être intéressées. On pourrait se dire, par exemple, Uno X, Alexander Kristoff, bon, est plus tout jeune, alors ils ont quand même Breschke, mais ça peut les intéresser à Andresen. D'autres formations pourraient être intéressées par un coureur comme ça, jeune, et qui a déjà des très bonnes qualités sur le sprint. Donc je pense que c'est un coureur qui, soit Picnic arrive à le renouveler très vite, soit s'il n'a pas été renouvelé en juillet-août, oui, c'est un coureur qui sera sur le marché du transfert et qui pourrait être demandé, sauf si il fait une mauvaise saison. On l'enverra sur le Tour de France, Andresen. Donc là aussi, on voit peut-être qu'on a changé son fusil d'épaule par rapport à Jakobsen du côté de cette formation. Frank Van Den Broek, Frank Van Den Broek, bon voilà, forcément, on se souviendra de lui, on essaiera de ne pas le confondre avec Vermarke pour sa performance sur le Tour de France avec Romain Bardet. C'est un coureur qui est talentueux, c'est un coureur qui est encore jeune. C'est vrai que il était encore dans l'équipe il a été dans l'équipe de développement très peu de temps avec la DSM, mais il a fait que 2-3 mois dans l'équipe de développement. Il y a encore 2 ans, il était dans une équipe continentale. Il était chez A-Block, l'équipe continentale. Ça veut dire qu'il a encore peu d'expérience à ce niveau-là. Donc je pense que là déjà il va encore progresser là-dedans. Après c'est pas facile de réussir à confirmer. Ça va être tout son travail. Et puis Frank Van Den Broek, moi je l'avais vu également, c'était sur la Volta, où il avait été très bon sur la Volta NXT classique. Donc je me dis que lui il a un profil aussi qui peut être intéressant sur l'Amstel, et je me dis également sur des Flandriennes, c'est un coureur qui peut être très dangereux. Il avait déjà été sur les Flandriennes l'an dernier, où il avait été dans les échappées
Je me dis que là, il y a peut-être quelque chose aussi à tenter pour Frank Vandenbroek, mais aussi sur l'Amstel, parce que pour moi, il a un profil qui peut être très très bon dans ce genre de course, voilà, avec des légères bosses. Pas forcément des gros pourcentages, parce que ça reste un grand gabarit quand même, mais sur ce type de course-là, ça peut être un coureur très intéressant. Donc j'espère qu'on le verra sur ces grandes courses. Parce que voilà, sur la Volta NXT classique, dans des conditions de pluie effroyables, il avait été bon. Et puis quand même 37e l'an dernier de la Flèche Brabanson, par exemple. Donc là, avec peut-être une préparation plus axée sur ces courses-là, ça peut peut-être le faire. On le verra notamment à travers la Flandre, hein. C'est déjà prévu au niveau de son programme. Et puis on termine avec Kevin Vermarke. Bah, lui, pour moi, c'est un puncher. Voilà, c'est vraiment le profil puncher Liège, puncher sur ces courses-là, donc je l'attends sur ces épreuves-là, même s'il y aura une concurrence interne avec Oscar Andy. Et puis également sur les courses par étapes d'une semaine, c'est déjà un mec qui a fait 2 fois 3e de l'Arctic Race of Norway. Là, je regardais ses résultats sur les courses d'une semaine, il a été vraiment pas mauvais. Kevin Vermarke, 7e de Ashbourne Francfort, 5e de Milan-Turin. Donc je l'attends voilà, sur toutes ces classiques-là, ces classiques un peu punchy. J'attends Vermarke, j'attends des progrès voilà, du côté de Vermarke. Lui aussi en fin de contrat. Et là, il y aura peut-être une question qui se posera avec Frank Vandenbroek. Comme les deux ont 24 ans, on se posera peut-être des questions. Donc il a intérêt à avoir des résultats. Vermarke, ça serait pas mal. Puis après, bon, EF pourrait être intéressé aussi hein, par un coureur américain. Qui a une particularité Vermarke, c'est pour ça que maintenant je dis Vermarke. Il est né en Afrique du Sud. Voilà, il est né à Johannesburg. Ça lui fait un point commun avec Elon Musk. Mais voilà, il est... et je crois qu'il avait une mère belge. Je sais plus. Je crois que dans la famille, il y a quelqu'un qui est belge. Vermarke, mais je pense que c'est un... Il y a l'envie du côté de Vermarke d'être performant sur les classiques. Et les classiques punchy, et je pense qu'il a les capacités de bien faire sur ces épreuves-là. Donc c'est là aussi où peuvent faire des différences. C'est vrai que 4e aussi de la Classica San-Sébastien. Donc c'est vraiment sur les classiques où il a déjà eu des bons résultats, et puis les courses d'une semaine. Donc, je me dis qu'il va falloir le suivre vers Marqueux, parce qu'il était déjà bon l'an dernier. Là aussi, alors c'est un coureur, lui, qui a plus d'expérience en World Tour, parce qu'il a commencé en 2021. Mais jusqu'à 2023, il n'avait pas eu de très bons résultats. Et je trouve qu'il y a eu une belle évolution entre 2023 et 2024. Donc s'il y a la même évolution entre 2024 et 2025, il va falloir vraiment se méfier de ce coureur parce qu'il sera extrêmement dangereux. On passe au maillot de cette formation. Du changement avec l'arrivée d'un nouveau sponsor. Mais je trouve qu'on garde les 2 bandes oranges. Et ça, c'est une bonne idée pour faire la transition entre les 2 aires, on va dire, entre l'ère DSM et l'ère Picnic. Alors je crois que c'est aussi PostNL qui impose les 2 bandes oranges. Et puis ça permet de repérer le maillot facilement dans le peloton, ces 2 bandes oranges, qui là en plus ressortent très bien avec cette couleur noire. Donc je trouve que voilà, c'est un maillot qu'on repère dans le peloton. Et surtout, on peut le différencier par rapport à la Tudor, qui a aussi un maillot à dominante noire. L'avantage en plus, c'est qu'il y a de moins en moins d'équipes qui utilisent des couleurs foncées au final. On a tendance plutôt à aller vers le clair, donc c'est vrai que on le remarque bien en plus avec cette touche de orange assez pétant. C'est vrai que c'est, je trouve, un maillot qui est assez intéressant. Et puis le maillot, le logo de la Picnic se mêle bien au maillot. Au logo de la PostNL, ce qui n'était pas forcément évident, parce que Picnic, voilà, c'est un carré rouge, ça fait un peu comme Uniqlo. Donc je trouve qu'ils ont bien réussi à s'en sortir de ce côté-là. Donc bravo aux fabricants du maillot et d'avoir eu cette idée de garder les bandes oranges. Ça, je trouve que c'est vraiment la bonne idée du maillot. Bon, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu. Et puis nous, on se retrouve pour de nouvelles aventures sur Amérique Production. Ciao, ciao!